Donc, bienvenue à tout le monde. On a le plaisir de vous accueillir chez Al-Karama pour le rapport annuel 2014 qu'on vient de rendre public, qu'on rend public aujourd'hui. Vous avez une version du rapport qui est juste à l'entrée de la salle. Il est imprimé en langue anglaise et arabe dans le même document. La version française sera disponible sur notre site pour ceux qui préfèrent la voir en français. La conférence se fera en français, donc ceux qui veulent une traduction ont des petits appareils. Il y a une traduction arabe et une traduction anglaise. Les حبوا العربي فيه ترجمة فورية للعربي. And those who need English translation, we also have English available. Just ask for those small receivers and you'll have English. Okay. Donc, notre rapport coïncide plus ou moins avec un anniversaire pour l'organisation qui est celui de la 10e année de sa constitution. Al-Karama, pour rappel, est une fondation de droit suisse qui travaille sur les violations des droits de l'homme dans le monde arabe. Et nous nous concentrons principalement sur les 4 violations les plus graves dans ces pays, à savoir les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et la détention arbitraire. Nous travaillons principalement avec les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU. Et j'ai ce petit schéma qui explique un peu le cheminement de ce que l'on fait, comment on traite un cas. Un cas, c'est malheureusement assez fréquent dans le monde arabe, ça arrive tous les jours. On est sollicité par un avocat, par un de nos employés, collaborateurs ou bénévoles dans tout le monde arabe, qui nous appelle par dizaines malheureusement chaque jour. Et on reçoit un cas d'une personne dont les droits ont été violés. Nous essayons dans la mesure du possible de collaborer avec les États, de les informer à travers une lettre, dire écoutez, cette personne a été torturée ou est détenue arbitrairement. Nous faisons aussi un travail médiatique et nous allons le plus souvent utiliser les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU, donc qui sont basés soit sur ce qu'on appelle les organes de traité, ce sont des conventions ratifiées par les États. Nous utilisons 3 traités en priorité, presque exclusivement. Comité des droits de l'homme, qui est lié à un pacte qu'on appelle le Pacte international des droits civils et politiques, qui assure le droit donc à l'expression, à l'association, etc. Et on a aussi la Convention contre la torture, donc qui interdit et qui engage les États qui ratifient cette convention à ne pas pratiquer la torture sous toutes ses formes. Alors, torture, c'est bien sûr toute une panoplie malheureusement connue dans beaucoup de régions du monde, de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne, aussi bien pendant sa détention préventive, dans un commissariat ou dans une prison. Donc, il y a aussi le comité pour les disparitions forcées, donc un fléau qui subsiste aussi à très grande échelle dans le monde arabe. Une disparition forcée peut être, entre guillemets, simple, c'est-à-dire que vous avez été arrêté et que votre famille ou votre avocat n'a pas été informé dans des délais raisonnables prévus par la loi, ou malheureusement dans des cas où les gens sont perdus à jamais. Donc il y a dans beaucoup de pays arabes des gens qui sont disparus depuis 10, 20, 30 ans, enfin probablement, malheureusement morts, mais l'État ne reconnaît pas les avoir arrêtés ni les avoir exécutés, c'est le blackout. On utilise aussi d'autres procédures qui découlent donc d'autres conventions de l'ONU, de textes ratifiés, de textes fondateurs, comme la Charte universelle des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme, qui est basé ici à Genève, donne des mandats à ce qu'on appelle des groupes de travail, comme le groupe de travail sur la détention arbitraire, ou des rapporteurs spéciaux sur des thèmes spécifiques, comme sur les exécutions extrajudiciaires ou le droit à la liberté d'association. Donc nous soumettons ces cas-là, nous soumettons aussi des rapports périodiques à ces divers mécanismes et qui exposent la situation des droits de l'homme d'une façon un peu plus globale
au lieu de s'attaquer à des cas particuliers individuels. Alors, ce schéma donne un petit peu une idée de ce que Al-Karama a fait, et il y a une note qui est importante en bas de la page, vous les verrez dans le rapport, donc c'est juste dans le qui apparaît ici, c'est que ces statistiques ne reflètent pas bien sûr nécessairement la situation des droits de l'homme dans chaque pays. Elles reflètent ce qui est parvenu à Al-Karama comme cas et que nous avons pu traiter. Mais ça donne quand même une idée de l'ampleur d'un pays par rapport à l'autre. Relativement, on peut voir un petit peu quels sont les gros problèmes qui se passent dans le monde arabe. Malheureusement, les graphes sont gros un petit peu partout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mes collègues vont vous donner certaines précisions là-dessus. Il y a aussi une chose que je vais expliquer, c'est que vous avez ce qu'on appelle des cas individuels. Un cas individuel, c'est tout simplement une personne physique qui a souffert d'une violation. Et il y a ce qu'on appelle des communications qui sont bien sûr en plus grand nombre parce que pour un cas donné, nous pouvons faire appel à plusieurs procédures différentes. Une personne, on peut faire une plainte parce qu'elle a été torturée, son droit à la liberté d'expression n'a pas été respecté, etc. Il y a plusieurs mécanismes qu'on utilise. Alors, parmi les objectifs de notre organisation, nous tendons et nous insistons pour que le système des droits de l'homme de l'ONU soit renforcé en continuellement, par des moyens accrus. Alors pourquoi? Ce n'est pas pour les beaux yeux de l'ONU, mais surtout pour protéger les victimes, bien sûr, car nous savons très bien qu'encore à ce jour, beaucoup d'États réagissent seulement quand il y a une pression internationale qui est en général portée et véhiculée par les mécanismes de l'ONU, soit qu'ils tiennent à leur image de marque, ou qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux d'une façon qui est négative. Donc ils réagissent plus. C'est pour ça que nous tenons à ce que ce système soit toujours renforcé dans sa façon de travailler. Nous voulons aussi renforcer la société civile arabe parce que c'est elle qui est la garante de l'exercice des libertés fondamentales des gens, qui est aussi un garde-fou, qui doit être donc pas elle-même l'objet de violations. Parce que si les défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes sont à risque ou sont menacés, bien évidemment, les autres personnes n'auront que très peu de chances de pouvoir faire porter leur voix ou leur cas. Nous voulons aussi que la culture des droits de l'homme, le respect de ces droits, s'imprègne et soit constante et présente dans la société arabe. Ce n'est pas une chose facile, mais nous voyons qu'en ces 10 ans, depuis la création d'Al-Karama, il y a énormément de chemin qui a été fait. La thématique en elle-même des droits de l'homme est maintenant très présente dans le monde arabe. Ça ne veut pas dire que les droits de l'homme sont respectés, mais les gens en sont conscients. Donc il y avait quelques années, une personne qui était giflée ou insultée dans un commissariat trouvait ça un peu normal, alors qu'aujourd'hui, les gens réagissent. Ils disent ça, c'est de la torture, en ce qui concerne les conventions internationales. Alors, nous voulons aussi sensibiliser l'opinion publique dans le monde arabe sur ce problème-là, parce qu'on n'en fait jamais assez. Et même si donc il y a un seul cas, c'est toujours un seul cas de trop. Nous avons donc plusieurs moyens médiatiques. Nous produisons des émissions dans des news. Nous participons dans des médias quand l'opportunité s'offre. Et nous avons aussi, certains d'entre vous ont pu assister la première semaine du mois de décembre, lors de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Nous donnons un prix à un ou une défenseur des droits de l'homme dans le monde arabe qui aura vraiment travaillé pour cette cause. Alors cette année, l'année passée en décembre, nous avons eu comme lauréate l'avocate palestinienne Shirin El-Aissaoui. Et donc, elle est emprisonnée en Israël. Et ce sont ses parents, donc sa mère et son père, qui sont venus la représenter. Et on a eu des invités qui ont donc participé à cette cérémonie. Donc voilà. Alors maintenant, je passerai la parole à le directeur juridique de notre organisation, Rachid Mesli, et qui va nous parler de sujets thématiques donnés. Par la suite, on passera, ce n'est pas lui, Thomas Guinard, donc il viendra après. Donc, Rachid, à toi. C'est un micro, ça ? Merci à tous pour votre présence.
Je vous souhaite à mon tour la bienvenue pour la présentation de notre rapport 2014, une année qui a été assez difficile pour Al-Karama, mais nous avons l'habitude des difficultés. Cette année a également été particulièrement passionnante en raison des problèmes et des défis auxquels nous nous sommes confrontés depuis la fin 2013. Mais ces difficultés n'ont en fait que renforcer notre détermination à poursuivre dans la voie que nous nous étions tracée depuis plus d'une décennie aujourd'hui. Cette année a également été très riche en enseignements pour nous, en raison des changements politiques importants qui ont eu lieu dans la région arabe et qui, bien évidemment, ont eu des conséquences sur notre travail dans cette partie du monde qui est restée encore, comme vous le savez, au centre de l'actualité internationale et au centre d'enjeux géostratégiques importants. Riche en enseignements donc, parce que c'est grâce à ces difficultés que nous continuons à apprendre et que nous continuons à évoluer. La raison d'être d'Al-Karama, je le rappelle, est d'aider et d'assister toutes les victimes du monde arabe, sans discrimination, sans calcul, des violations les plus graves des droits de l'homme. Notre arme, le système universel de protection des droits de l'homme qui a été institué par les Nations Unies. Ce système de protection reste le plus souvent l'ultime recours des victimes dans les pays arabes, non seulement en raison de l'ampleur de leur politique répressive, et en particulier de cette politique répressive qui de plus en plus se fait au nom de la lutte contre le terrorisme, mais également, bien sûr, il faut le souligner, en raison de l'absence d'un pouvoir judiciaire à même dans ces pays de protéger les citoyens contre les abus des autorités. Ce système de protection des droits de l'homme resterait de toutes les manières totalement inefficace et inefficient s'il n'était pas alimenté par des informations crédibles sur la situation des droits de l'homme dans chacun de ces pays. Si l'on veut donc contribuer à rendre ce système plus efficace, il est nécessaire de l'alimenter continuellement en informations, en données crédibles, et aussi parfois de le mettre à l'épreuve et aussi de le mettre quelquefois en face de ses responsabilités. Il me plaît souvent de rappeler une anecdote qui date de plus d'une dizaine d'années. Avant même la création d'Al-Karama, je me souviens avoir rencontré un rapporteur spécial des Nations Unies et je lui ai parlé de la situation des droits de l'homme en Libye et en Arabie Saoudite. Pour lui, il n'y avait aucun problème de droits de l'homme dans ces deux pays, puisque son secrétariat ne recevait aucune information. Donc, c'est pour dire à quel point il est important d'informer, de collaborer avec ces mécanismes de protection, parce que sans information, sans plainte individuelle, sans rapport, sans collaboration de la société civile arabe, ce système ne fonctionne pas. Pour eux, il suffit par exemple de se reporter au rapport annuel des procédures spéciales qui sont antérieures à 2003, 2002, 2003, 2004, pour se rendre compte que très peu de cas de violation concernant les pays arabes n'étaient traités par ces mécanismes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Alors, il me plaît aussi souvent de rappeler que il y a une dizaine d'années, il y avait une méconnaissance quasi générale dans le monde arabe de l'existence même de ce système de protection. Et nous sommes
heureux aujourd'hui de constater et de relever que nous avons largement contribué à le faire connaître dans la société civile arabe et aussi en même temps, bien sûr, à faire connaître leurs propres droits aux citoyens arabes. Il y a 10 ans, très peu d'ONG internationales et quasiment aucune ONG arabe n'avait recours, par exemple, au mécanisme de plainte des Nations Unies. Ou bien les grandes ONG, par exemple, n'intervenaient qu'à titre exceptionnel et uniquement sur certains cas particulièrement emblématiques. Mais évidemment, ces ONG n'ont jamais apporté un soutien systématique en assistant les victimes, par exemple, devant ces procédures des Nations Unies. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de constater que la tendance s'est inversée et que de plus en plus d'ONG interagissent régulièrement avec ces procédures spéciales. L'un des objectifs essentiels d'Al-Karama, comme l'a rappelé mon collègue Mourad tout à l'heure, a été et reste de renforcer ce système de protection mis en place par l'ONU, en particulier au moment où certains États arabes tentent d'en réduire la portée et l'efficacité au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Si Al-Karama milite depuis sa création pour améliorer l'efficacité de ces mécanismes de protection de l'ONU, force est de reconnaître que la partie n'a jamais été facile, car les principaux ennemis de ces mécanismes de protection sont les États totalitaires, qui ont le plus à se reprocher sur le terrain du respect des droits fondamentaux de leurs citoyens, et aussi le plus à perdre lorsque ce système se développe et se renforce. On se souvient d'ailleurs comment, au moment même ou avant même la création du Conseil des droits de l'homme, certains pays, à la tête desquels un pays arabe, ont fait le forcing pour tenter d'imposer ce qu'on appelle un code de conduite aux experts des procédures spéciales et aux groupes de travail, dans le seul but, bien sûr, de limiter la portée de leurs actions. Alors, après avoir échoué à discréditer et à mettre au pas les experts et les rapporteurs spéciaux, ces régimes totalitaires ont changé de stratégie pour s'attaquer directement aux ONG de droits de l'homme et aux acteurs de la société civile arabe, et ce, au nom de la lutte contre le terrorisme. Al-Karama en sait quelque chose, elle qui fait régulièrement l'objet d'attaques et d'accusations de soutenir le terrorisme ou de semer l'anarchie, la fitna et la discorde dans les pays arabes. Si Al-Karama peut aisément se défendre et ne risque tout au plus que de se voir interdire l'accès à certains pays arabes ou de se voir inscrire sur les listes du terrorisme de certains pays comme les Émirats, ce n'est malheureusement pas le cas pour ces centaines de simples citoyens, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes ou les militants pacifiques qui portent un discours de droits de l'homme ou qui défendent leurs concitoyens, qui eux sont tués, arrêtés ou torturés au nom de cette lutte ou au prétexte de cette lutte contre le terrorisme, sans que cela, malheureusement, n'émeuve outre mesure ceux-là même qui ne dénoncent toujours que la barbarie d'un seul camp et qui ferment pudiquement les yeux sur les violations graves des droits de l'homme, là où les intérêts économiques et financiers priment. Nous continuerons cependant à Al-Karama, dans ce monde arabe où l'étiquette du terrorisme est devenue l'arme de prédilection de ces régimes, pour étouffer toute critique, à assister et à soutenir tous ceux qui sont emprisonnés et persécutés pour avoir eu le courage d'appeler au respect du droit de leurs concitoyens, tous ceux que l'injustice révolte et qui refusent de se taire. Voilà, je vous remercie.
Du coup, merci Rachid, merci à tous d'être là. Moi, je vais donc vous présenter la région du Nil. Donc en fait, à l'instar des autres régions qui vont vous être présentées par la suite, et sur lesquelles Al-Karama travaille, le Nil comprend pour nous l'Égypte, le Soudan et Djibouti. Donc voilà. Et cette région a été le théâtre de graves violations des droits de l'homme en 2014, qui, selon que l'on parle de l'un ou l'autre de ces trois pays, ont été plus ou moins médiatisés. Donc le travail d'Al-Karama en 2014 concernant le Nil s'est principalement concentré sur l'Égypte en raison des violations à grande échelle des droits de l'homme qui s'y déroulent et l'absence de recours effectif au niveau local pour les victimes et leurs proches. Donc je vais juste rapidement faire un passage sur le Soudan et Djibouti et plutôt me concentrer sur l'Égypte ensuite. Donc au Soudan, les violences entre les rebelles et les autorités se sont poursuivies, en particulier dans le sud Kordofan, dans la région du Nil Bleu ainsi qu'au Darfour. Donc c'est des régions qui sont dévastées par des années de conflits maintenant et dans lesquelles de nombreux crimes de guerre ont été recensés et sont d'ailleurs devant la Cour pénale internationale. Cela n'a en conséquence pas permis l'apaisement de la situation interne et les violations des droits humains ont été récurrentes, aussi bien contre les opposants politiques que la presse, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme comme Amin Mekki Medani. Et par ailleurs, les perspectives n'incitent pas vraiment à l'optimisme, puisque les services de renseignement bénéficient encore toujours d'une immunité légale pour les violations des droits de l'homme qu'elles commettent dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui au final leur laisse carte blanche pour violer les droits des citoyens soudanais. Un constat similaire peut être fait concernant Djibouti, qui reste dans un certain anonymat au niveau de la communauté internationale, alors que les libertés fondamentales y sont bafouées de manière régulière. Au final, les possibilités d'ouverture démocratique qui s'étaient présentées de manière assez surprenante à la fin de l'année 2014, avec l'adoption d'un accord de normalisation entre l'opposition et les autorités, n'ont pas été suivies de mesures, ce qui fait que l'opposition reste encore toujours sous la menace de représailles de la part des autorités. Si on se tourne sur l'Égypte, donc dans l'année écoulée, Al-Karama estime qu'environ 20 000 personnes ont été arrêtées arbitrairement pour des motifs politiques, et notamment dans le cadre de la dispersion violente de manifestations, comme par exemple avec l'arrestation de 15 manifestants à Al-Fayoum, qui ont été poursuivis pour avoir soi-disant représenté une menace à l'ordre public, et au final simplement d'avoir manifesté sans autorisation. Donc il faut savoir qu'il y a des dizaines d'arrestations arbitraires qui se produisent comme ça chaque semaine en Égypte, parfois de personnes qui ne manifestent même pas mais qui se trouvent dans la rue au moment de la manifestation, ou alors qui ont manifesté plusieurs mois auparavant et qui se font arrêter par la police ensuite. À partir de là, les personnes sont souvent détenues dans des conditions épouvantables, dans des cellules qui sont surpeuplées, parfois sans aucune possibilité de voir leurs proches pendant plusieurs semaines. La nourriture et les vêtements sont de plus régulièrement confisqués par les gardes, qui agissent en fait discrétionnairement au sein des prisons et sans aucun contrôle externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces personnes, lorsqu'elles sont inculpées, sont accusées d'appartenir aux Frères musulmans, qui est un mouvement politique qui a été désigné comme étant terroriste par les autorités, ce qui a été confirmé ensuite au niveau judiciaire en décembre 2013. Et donc le risque à partir de là, c'est que les personnes soient elles-mêmes poursuivies comme étant des terroristes, ce qui fait peser sur elles le risque de recevoir des peines lourdes, voire d'être condamnées à mort, ce qui a été le cas pour des milliers d'Égyptiens au cours de l'année 2014 et de 2013. Et d'ailleurs, en brisant un moratoire de fait qui était en vigueur depuis 2011, les autorités ont récemment exécuté un homme
à l'issue d'un procès qui était entaché de beaucoup d'irrégularités et qui confirme au final l'état catastrophique des droits de l'homme dans le pays. D'ailleurs, les procès sont aussi un sujet sur lequel Al-Karama s'est beaucoup penché en 2014 en raison du nombre élevé de civils qui sont poursuivis devant des tribunaux militaires qui rendent souvent des jugements expéditifs, politisés et partiaux. Cela d'autant plus qu'un décret a été adopté en 2014 et qui a élargi la compétence en fait, de ces tribunaux pour toute atteinte à des bâtiments publics en Égypte. Il va sans dire que des manifestants vont généralement devant des institutions publiques lorsqu'ils manifestent, et à partir de là, ils donnent compétence aux tribunaux militaires s'ils sont arrêtés. Ainsi, on a aujourd'hui une cinquantaine de mineurs qui font actuellement l'objet de procédures devant des tribunaux militaires sous ce type de chef d'inculpation. Sachant qu'à tout cela s'ajoute une recrudescence très inquiétante des disparitions forcées, une pratique sur laquelle Al-Karama alerte souvent la communauté internationale, non seulement pour l'Égypte, mais pour d'autres pays aussi. Notre organisation a dénombré en 2014 environ 1000 disparitions forcées pour des durées variables. Sachant que, comme ça avait été rappelé par Mourad, les disparitions forcées font partie des pires violations des droits de l'homme qui peuvent être commises par un État contre ses propres citoyens. D'autant plus que cela affecte les droits de la victime elle-même, mais aussi les droits des proches eux-mêmes, qui font souvent l'objet du déni des autorités vis-à-vis de la disparition des personnes, alors que les familles sont elles-mêmes souvent témoins de l'arrestation de la personne chez elles ou dans la rue. Il y a de plus un fort risque qui se présente de plus en plus en Égypte, que la personne ne soit pas disparue, mais bel et bien décédée. De plus, les nombreuses représailles contre les familles ou les proches qui osent déposer des plaintes vis-à-vis de ces disparitions rendent encore plus difficile la possibilité pour eux d'obtenir justice. Pour autant, tout n'est pas noir. Il y a des actions d'Al-Karama et des actions aussi médiatiques qui ont permis d'obtenir des avancées en Égypte. C'est le cas par exemple d'Abdelrahman Mahmoud Omar Kamal, qui est un jeune qui était engagé dans des activités de charité en Égypte et qui avait été enlevé en septembre 2014 sans raison apparente. Et grâce à l'action d'Al-Karama, mais aussi d'articles qui ont été publiés au niveau national et au niveau international, les autorités l'ont finalement fait réapparaître et il a en tout cas pu revoir sa famille, même s'il reste malheureusement encore détenu. Autrement, en 2014, Al-Karama a aussi documenté de très nombreux cas de torture, aussi bien contre des hommes que des femmes, et ce par l'ensemble des forces de sécurité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une sorte de banalisation de cette pratique en Égypte, qui est récurrente depuis plusieurs années. Ainsi, par exemple, on avait, dans le courant de l'année 2014, alerté le rapporteur spécial contre la torture du cas de 52 enfants qui étaient détenus à Koum el-Deka, à Alexandrie, et qui ont été l'objet de tortures, de mauvais traitements, mais aussi d'abus sexuels de manière répétée. Et malgré l'action entreprise par les procédures onusiennes après une action d'Al-Karama auprès des autorités égyptiennes, une dizaine d'entre eux restent encore aujourd'hui détenus sous des nouveaux chefs d'inculpation qui ont été décidés arbitrairement par les autorités, et ils sont toujours poursuivis. Donc. Il faut avoir conscience que les enfants ne sont absolument pas exclus des violations qui sont commises par les autorités égyptiennes, et notamment les adolescents, on va dire, de 15 à 18 ans qui sont engagés politiquement sont particulièrement visés par les mesures répressives des autorités. Et Al-Karama, en ce moment, travaille sur une centaine de cas de mineurs qui sont détenus arbitrairement et qui sont parfois victimes de mauvais traitements. Donc au final, juste pour conclure, l'année 2014 s'est inscrite malheureusement dans la continuité de l'année 2013 pour l'Égypte, avec la confirmation que nous sommes en présence d'un état de non-droit, d'un régime militaire de surcroît, où non seulement l'ensemble des droits civils et politiques sont bafoués, et y compris le droit, par exemple, à des élections libres, puisque les élections parlementaires qui devaient être prévues sont constamment repoussées.
mais aussi l'ensemble, au final, l'ensemble des droits fondamentaux des citoyens égyptiens, tels que le droit à la sécurité et à la vie, tout ce qui touche au final à la dignité humaine. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je vais vous parler du Mashrek, en commençant par la Syrie, donc, qui, comme vous le savez, vient d'entrer dans sa 5e année de conflit il y a quelques jours. Nous continuons de documenter des cas de disparition forcée par dizaines, une pratique qui est en constante augmentation dans le pays. Le 11 mars dernier marquait 2 années depuis la disparition d'une famille entière. Donc, vous voyez ici le docteur Rania Al-Abbasi, son mari et ses 6 enfants, âgés entre 2 et 15 ans, après leur arrestation par les services de renseignement militaire. Certains témoins ont affirmé par la suite que la famille serait détenue dans la branche 291 des services de renseignement à Damas, mais les autorités refusent depuis 2 années de faire la lumière sur le sort de ces personnes. Quant aux défenseurs des droits de l'homme, ils continuent à être la cible des autorités qui les réduisent au silence, notamment sous couvert de terrorisme. C'est le cas notamment de Mazen Darwish, directeur du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, et de 2 de ses collègues, donc, que vous voyez ici, qui avaient été arrêtés en février 2012, puis accusés d'avoir, je cite, « diffusé des informations sur des actes terroristes sur la base de l'article 8 de la loi antiterroriste ». Si une loi d'amnistie promulguée en juin 2014 aurait dû conduire à leur libération immédiate, les autorités refusent encore à ce jour de la mettre en œuvre. Concernant l'Irak, bien que le nouveau gouvernement tente de démontrer une volonté de faire avancer la cause des droits de l'homme, il faut relever qu'à l'issue de son dernier examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme, qui s'est donc tenu en octobre dernier, l'Irak a refusé notamment toutes les recommandations formulées par d'autres États visant à établir un moratoire sur la peine de mort ou à l'abolir. L'Irak a également rejeté explicitement une recommandation française les appelant, je cite, « à mettre fin aux exécutions extrajudiciaires, aux détentions arbitraires et à la pratique de la torture », ce qui fait évidemment douter de la bonne volonté du gouvernement. L'année dernière, notre organisation a également documenté des dizaines de cas de disparition. Dans le cas, par exemple, de 2 personnes disparues depuis 2006, ces dernières avaient été vues à la télévision en 2011 et 2013 lors de la visite de l'ancien président dans la prison de Tasferat. Bien que les familles aient pu reconnaître leurs proches à la télé, les autorités continuent de nier leur détention. Enfin, la pratique de la torture, le recours au procès inéquitable et les condamnations à mort restent une préoccupation majeure pour Al-Karama. Nous avons récemment documenté les cas de plus d'une vingtaine de personnes arrêtées pour le simple fait d'avoir travaillé pour l'ancien vice-président Tariq al-Hashimi. Son personnel, ses gardes du corps, sa secrétaire ont tous été arrêtés, torturés, puis forcés à faire de faux aveux visant à l'incriminer d'avoir participé à des actes terroristes. D'ailleurs, les aveux de certains de ces gardes du corps ont été diffusés à la télévision publique dans un programme qui s'appelle « En proie à la loi » et qui est produit en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Toutes ces personnes ont bien sûr par la suite été condamnées à de lourdes peines, y compris la peine capitale, sur la base de ces aveux obtenus sous la torture. Concernant le Liban, il faut savoir qu'à la suite d'une communication soumise par Al-Karama en 2008, faisant état d'un recours systématique à la torture dans le pays, le Comité contre la torture a en octobre dernier rendu les conclusions de son enquête et a conclu que la torture était une pratique largement répandue et couramment utilisée pour enquêter et obtenir des aveux à utiliser dans le cadre de procédures pénales. Le Comité contre la torture a également formulé plusieurs recommandations afin que les autorités puissent engager des réformes visant à éradiquer cette pratique. D'ailleurs, il faut noter également que 2 représentants du Centre libanais des droits de l'homme sont en ce moment poursuivis pour diffamation après avoir publié un rapport sur la torture au Liban en 2011. Par ailleurs, notre organisation reste également très préoccupée par la question de la détention arbitraire dans le pays et tout particulièrement par les juridictions d'exception
tels que le Conseil judiciaire et le tribunal militaire, qui continuent d'ailleurs encore de juger des civils. En janvier dernier, dans le cadre du procès lié aux événements de Saïda, un juge du tribunal militaire avait refusé que l'avocat d'un des accusés, lors du procès, diffuse une vidéo dans laquelle on voyait des détenus soumis à la torture par des militaires et avait fait reporter la diffusion de la vidéo lors d'une session tenue à huis clos. En Jordanie, donc pays perçu par beaucoup comme un pays plus progressiste, la peine capitale a en réalité été réinstaurée après 8 ans de moratoire en décembre 2011 par la pendaison de 11 hommes accusés de meurtre. Le pays se caractérise également par de nombreuses atteintes à la liberté d'expression et d'opinion et figure au rang 141 sur 180 en termes de liberté de la presse. Les autorités continuent de bloquer de nombreux sites d'information, blogs et autres, sous prétexte qu'ils doivent obtenir une autorisation qui constitue en réalité un moyen pour l'État d'exercer une mainmise sur les informations relayées par les médias. C'est le cas de Hiber, un site qui promeut la liberté d'expression et la liberté des médias, qui avait été bloqué en juin 2014. Enfin, depuis la vague de manifestations qui a été entamée en 2011, il faut savoir que de nombreux défenseurs des droits de l'homme et opposants politiques ont été poursuivis sur la base de la loi contre le terrorisme, dans un pays où il est interdit, par exemple, d'encourager la contestation du système politique, de défier les régimes ou encore où le fait de perturber les relations avec un pays tiers constitue un crime. Pour terminer avec la Palestine, donc évidemment l'année 2014 a été tristement marquée par l'opération Bordure protectrice et les violations du droit humanitaire commises par les parties au conflit, violations qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un récent rapport public par Al-Karama. Dans ce rapport, notre organisation a documenté près de 300 cas de personnes qui sont mortes à la suite de frappes aériennes par Israël dans la bande de Gaza, dont 70% étaient soit des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Notre organisation affirme qu'une stratégie d'attaque délibérée de maisons et de quartiers où vivaient des civils a été mise en place par Israël et que ces attaques, menées pour la plupart la nuit et sans aucun avertissement, étaient indiscriminées et disproportionnées. Des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, ont ainsi été commis à Gaza cet été. À la suite de l'adhésion de la Palestine au statut de la Cour pénale internationale en décembre dernier, la Cour pénale a entamé un examen préliminaire de la situation dans les territoires palestiniens. La procureure devra déterminer dans les mois ou les années qui suivent si la situation justifie l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme. Al-Karama espère ainsi que justice pourra être faite et que les auteurs de ces crimes pourront être tenus responsables. Merci. Donc Rachid et non pas Imen. Merci Inès. Je ne suis pas Imen, comme vous vous en doutez. C'est ma collègue qui était chargée de présenter donc le rapport Afrique du Nord et que je vais donc remplacer. Alors on passe du Chem à l'Afrique du Nord et on va commencer par la Tunisie. Bon, toute la région a connu en 2014 une montée importante des tensions, notamment en Tunisie avec la multiplication des actes de violence terroristes et malheureusement aussi en parallèle avec l'accroissement des violations commises par les autorités dans le cadre de cette même lutte contre le terrorisme. Voilà. Les autorités tunisiennes semblent malheureusement privilégier aujourd'hui les impératifs sécuritaires au détriment du respect des droits fondamentaux. Et il est particulièrement inquiétant de noter qu'au début de l'année 2014, le ministre de l'Intérieur tunisien lui-même avait requis le report d'un amendement au Code de procédure pénale adopté par l'Assemblée constituante qui prévoyait à juste titre de réduire le délai légal de la détention préventive et le droit à accéder à un avocat dès le début de la garde à vue.
le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a expressément demandé, suggéré de reporter ce projet à 1 ou 2 ans. Ce projet qui était destiné donc à protéger les droits des personnes arrêtées. Et pour justifier cela, il a expliqué qu'il était important, pour des considérations sécuritaires, de maintenir des suspects en détention autant que nécessaire pour les investigations et a proposé que les détenus ne soient pas autorisés à voir un avocat que lorsque les enquêtes se termineraient, voire de soumettre ce même droit à une autorisation du parquet, ce qui est particulièrement grave pour un ministre qui est issu de la révolution tunisienne. Il s'agit là d'une illustration parfaite du climat qui règne actuellement en Tunisie et de la prééminence de l'impératif sécuritaire. Malheureusement aussi, la pratique de la torture qui était particulièrement courante avant 2011 s'est aujourd'hui systématisée, en particulier dans les centres de détention qui sont contrôlés par la police, par la brigade antiterroriste. La période de garde à vue qui est particulièrement longue, les procès inéquitables et malheureusement aussi la partialité des magistrats sont des éléments également particulièrement préoccupants qui persistent toujours. À la suite, par exemple, de l'incident regrettable du musée du Bardo de la semaine dernière, il est à craindre aujourd'hui que les autorités ne prennent des mesures encore plus répressives. Nous craignons donc que ces événements ne soient encore une fois utilisés et ne servent à justifier des atteintes aux droits fondamentaux et ne servent aussi à assurer l'impunité des auteurs de ces violations. Alors, la Libye, pour nos amis libyens qui nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui, a également connu en 2014 une montée des violences, mais peut-être à une plus grande échelle encore. Le début de l'année 2014 avait déjà été marqué par des tensions politiques importantes. À la veille des élections législatives de mai, l'ancien général de Kadhafi, Khalifa Haftar, qui s'était proclamé chef d'état-major, a annoncé le début d'une opération militaire qu'il a nommée Dignité, mais cela n'a rien à voir bien sûr avec El Karama, qui a été lancée selon lui, selon ses dires, pour purger le berceau de la révolution des terroristes. Malheureusement, et comme cela était prévisible, cette opération a été marquée par de nombreuses exactions. Les forces commandées par Haftar ont procédé à de très nombreuses arrestations ou enlèvements. Les victimes de ces enlèvements ont été ensuite placées dans des centres de détention au secret où elles ont été systématiquement torturées et parfois jusqu'à la mort. Ainsi, par exemple, Tariq Dersi a été enlevé après avoir tenu un discours hostile au général Haftar et qui a été retrouvé mort le lendemain de sa disparition, le corps mutilé. L'autopsie qui avait été quand même effectuée avait permis d'établir que son décès a résulté des tortures dont il avait été victime. De nombreux autres cas nous ont également été signalés pour la Libye. Donc, à la suite des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la classe politique, la Libye, comme vous le savez, a vu émerger 2 gouvernements, sans compter bien sûr les milices et les divers groupes armés qui se font face et qui chacun commettent des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, la Libye connaît une situation chaotique, tant sur le plan politique que sécuritaire, ce qui favorise la montée en force de nombreux groupes armés
et nourrit ainsi la division et le conflit interne. Le royaume du Maroc est lui aussi concerné par des violations graves des droits de l'homme, sous le prétexte aussi également de la lutte contre le terrorisme. Depuis la campagne particulièrement répressive de 2003, qui a donné lieu à plusieurs centaines, voire à des milliers d'arrestations, suivies de procès inéquitables et de jugements basés essentiellement sur des procédures et des procès-verbaux d'aveu arrachés sous la torture, des centaines de détenus continuent depuis à croupir dans les prisons à la suite de procès inéquitables. Les autorités marocaines refusent encore à ce jour de revenir sur ces violations et de reconsidérer ces procès qui ont débouché sur des condamnations que nous considérons comme arbitraires, et cela malgré de nombreuses décisions et recommandations rendues par les organes onusiens à la demande d'Al-Karama et qui enjoignent aux autorités marocaines de remédier à cette situation. Aujourd'hui, par exemple, le journaliste et défenseur des droits de l'homme, Mustafa Al-Hasnaoui, que vous voyez sur l'écran, et qui a été condamné pour appartenance à un groupe terroriste à 4 ans de prison pour des violations commises par les autorités constitue l'une des violations commises par les autorités au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Il est toujours en détention en dépit de l'avis qui a été rendu par le groupe de travail sur la détention arbitraire à la suite d'une plainte d'Al-Karama il y a aujourd'hui plus d'une année. Les autorités marocaines refusent donc à ce jour de mettre en œuvre cette décision, ainsi que de nombreuses décisions qui ont été rendues par cette procédure spéciale. En 2014, le groupe de travail, d'ailleurs sur la détention arbitraire qui a visité le Maroc, a rendu son rapport de visite, une visite effectuée en décembre 2013. Les experts ont notamment constaté l'usage excessif de la détention préventive qui continue à constituer la règle et non l'exception, et en dépit de leur volonté affichée de maintenir le respect des droits de l'homme, les autorités marocaines refusent toujours à mettre en œuvre et à remédier aux pratiques contraires à leurs engagements internationaux. Je serai plus court pour la Mauritanie, où la problématique de l'esclavage en Mauritanie, de la lutte contre cette pratique, est l'un des sujets essentiels que nous avons traité cette année. Nous avons donc contribué à soutenir les militants qui luttent contre cette pratique encore persistante de l'esclavage sous ses formes contemporaines. La dénonciation de cette pratique peut toutefois parfois amener à des mesures de représailles de la part des autorités. Ainsi, une importante manifestation pacifique a été organisée en novembre 2014 afin de sensibiliser la population à cette problématique et leur faire connaître leurs droits. Le président de l'organisation locale qui lutte contre cette pratique, l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, a alors été arrêté et plusieurs manifestations de soutien contre cette arrestation ont été réprimées par les autorités, en particulier lors de son procès. Le 15 janvier, donc, Biram Dah Obeid a été condamné avec 2 autres défenseurs des droits de l'homme, Brahim Ould Bilal et Kautar Djibi Sow, à 2 années de prison ferme, ce que le Karama n'a pas manqué également de dénoncer. On va terminer par l'Algérie, qui a constitué également l'un de nos centres de préoccupation en 2014 et qui a connu une période agitée, tant avant la période des élections présidentielles, par la répression systématique des manifestations
qu'après cette période, avec des arrestations massives de protestataires, la censure de journaux et de chaînes de télévision, comme la chaîne Al-Atlas, qui a été interdite après avoir couvert des manifestations et diffusé des émissions critiques à l'égard de la reconduction, à l'égard des autorités, de la reconduction de la nouvelle, du fait que Bouteflika se soit de nouveau représenté une 4e fois à des élections présidentielles. La diffusion de cette chaîne a donc été suspendue, son siège a été fermé et des dizaines d'employés se sont retrouvés sans emploi, le tout sans aucune procédure légale. Al-Karama avait donc saisi le rapporteur spécial sur la liberté d'expression de cette situation. Plus récemment et plus grave encore, dans le cadre du mouvement de contestation contre l'exploration du gaz de schiste, la répression en Algérie a repris de plus belle. Les manifestations ont été dispersées, en particulier dans le sud du pays, et de nombreuses personnes ont été arrêtées. Le 24 février 2015, à l'occasion de la date anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en Algérie, de nombreuses manifestations avaient été organisées à travers le pays pour protester contre cette exploitation ou exploration du gaz de schiste dans plusieurs régions et notamment dans le sud où ont lieu ces explorations. Dans la capitale, un important dispositif policier a été déployé dès que les manifestations ont été annoncées, avant même qu'elles ne se tiennent, sur les lieux mêmes où devaient avoir lieu donc ces rassemblements, et de nombreuses personnes qui se rendaient sur les lieux de cette manifestation ont été interpellées et arrêtées, certaines à la sortie même de leur domicile, et avant donc leur arrivée sur les lieux. Les autorités algériennes persistent par ailleurs dans leur refus de mener des enquêtes afin de faire la lumière sur le sort des milliers de victimes de disparitions forcées des années 90. Ce refus persistant prive les familles de disparus de leur droit à connaître la vérité. En 2014, Al-Karama a obtenu plusieurs décisions à la suite de ces plaintes rendues par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et sur certains cas également d'exécution extrajudiciaire. Des plaintes par lesquelles le comité avait enjoint, des décisions par lesquelles le comité avait enjoint aux autorités algériennes d'ouvrir des enquêtes sur les violations graves des droits de l'homme commises par les services de sécurité, de faire la lumière sur le sort des victimes et d'indemniser les familles. Aujourd'hui, malheureusement, aucune de ces décisions n'a été mise en œuvre et les autorités algériennes ont au contraire, ces derniers jours, choisi d'engager des représailles contre les familles des personnes qui ont déposé plainte devant le Comité des droits de l'homme, ce que le Al-Karama a dénoncé aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Al-Karama a saisi le président du Comité des droits de l'homme pour l'informer de ces mesures de représailles et pour lui demander d'intervenir en urgence pour mettre un terme à cette situation totalement illégale. Voilà, c'était un bref aperçu de la situation dans chacun des pays d'Afrique du Nord. Et je demande à ma collègue de terminer par les pays du groupe. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je vais commencer par dresser rapidement les principales problématiques dans le Golfe. Donc, la principale problématique est celle des nombreuses violations des droits fondamentaux au nom de la lutte contre le terrorisme et au nom de la sécurité nationale que notre directeur juridique a déjà développé. La
la répression des opinions dissidentes et des défenseurs des droits de l'homme, avocats, journalistes et blogueurs est quasi systématique. Les personnes qui osent critiquer les émirs et rois qui dirigent ces pays sont automatiquement et constamment arrêtés, torturés, harcelés, eux-mêmes et leurs proches. Ils sont interdits de sortie du territoire pour les empêcher de dénoncer les violations commises par leur gouvernement dans des forums internationaux tels que le Conseil des droits de l'homme. Conséquence, les droits des minorités, des femmes et des travailleurs migrants sont quasiment impossibles à protéger dans une région où toute critique pacifique, où toute demande de respect de ces droits est durement réprimée. Le pays dans lequel la situation est la plus préoccupante est l'Arabie Saoudite. Vous avez tous sûrement déjà entendu parler du blogueur Raif Badawi, détenu arbitrairement et condamné à 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam et rupture de l'allégeance au roi. Cette punition a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, mais nous restons vigilants et continuons à œuvrer pour sa libération. Il faut toutefois comprendre qu'il y a des milliers de Raif Badawi en Arabie Saoudite, des personnes qui, comme lui, ont été sévèrement réprimées pour avoir simplement exprimé leur opinion et avoir défendu les droits de leurs compatriotes. Je pense notamment à ACPRA, une association d'avocats, activistes de droits humains qui sont aujourd'hui tous emprisonnés pour avoir communiqué des informations à l'étranger sur des violations des droits de l'homme. La situation des femmes de détenus est également préoccupante. Déjà désavantagées par un cadre juridique extrêmement restrictif, ces femmes se retrouvent dans une situation où, en l'absence de leur mari, elles ne peuvent pas obtenir les autorisations nécessaires pour effectuer des démarches administratives, de santé ou d'éducation, qui nous paraîtraient banales ici, mais qui constituent pour elles une bataille quotidienne. Aux Émirats arabes unis, sous le vernis médiatique d'un État progressiste, se cache une réalité que peinent à voir les médias occidentaux. La torture, la détention au secret, les procès politiques envers les dissidents et voix critiques a atteint un tel degré aujourd'hui que tout journaliste, activiste, blogueur qui ose critiquer publiquement ces pratiques est à son tour arrêté, détenu, torturé et la plupart du temps poursuivi pour terrorisme. Un exemple frappant de cette répression est le listing de nombreuses ONG internationales respectées et basées en Europe et aux États-Unis, telles que Islamic Relief ou encore le Council on American and Islamic Relations basé à Washington et qui travaille avec le gouvernement américain. En mettant côte à côte des organisations respectées dans leur pays et des organisations telles qu'Al-Qaïda, Boko Haram ou encore ISIS, cette liste a suscité la consternation et la condamnation de la communauté internationale. La justice est sous le contrôle total de l'émir qui utilise les tribunaux comme scène où se joue une répression de toute opinion libre ou dissidente et où les juges utilisent des aveux pré-rédigés par les autorités elles-mêmes et que les victimes sont forcées de signer sous la torture sans même pouvoir les lire auparavant. Je pense au cas des UAE 94, des 94 activistes, d'un groupe de 94 défenseurs des droits de l'homme condamnés à de lourdes peines pour avoir dénoncé les violations commises par leurs autorités. Ceci est un schéma de la répression. Chaque bulle correspond à une violation du droit international. La situation à Oman s'est gravement détériorée et ce pays est devenu le théâtre d'une répression totale de la liberté d'expression, d'opinion et de manifester, et ce, dans le silence le plus total. Silence à l'intérieur du pays, du fait de ce climat de peur ambiant au sein de la société civile, et malheureusement, silence aussi à l'international, ce pays étant considéré comme un coin de paradis pour touristes et un exemple de réussite économique. Toutefois, le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression et d'association qui avait visité en septembre 2014 Oman a décrit un climat de peur constante où la société civile a peur de parler, peur de se réunir, de publier et de critiquer le gouvernement. D'ailleurs, tous les membres de la société civile qui avaient rencontré ce rapporteur spécial et son équipe ont fait l'objet d'arrestations et certains sont aujourd'hui en détention pour atteinte au prestige de l'État, leur seul crime ayant été de se confier au rapporteur spécial. Nous avons ici une photo de Saïd Ejdad qui parle avec le rapporteur spécial. Saïd Ejdad est aujourd'hui en prison.
En 2013, Talib El-Ma'mari, un parlementaire qui avait manifesté avec les habitants de sa ville contre les effets néfastes de la pollution de plateformes pétrochimiques sur la population, a été arrêté et condamné à 5 ans de prison pour rassemblement et atteinte au prestige de l'État. Donc le Qatar n'est toujours pas un pays où la liberté d'expression est garantie. L'un des cas les plus emblématiques est celui de Mohamed El-Ajmi, un poète qui avait critiqué en 2011 les États arabes comme autoritaires dans un poème et a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Il est aujourd'hui toujours injustement emprisonné. Alors que la situation au Bahreïn est toujours marquée par une répression de tous les opposants politiques, le Koweït a vu l'état de ses libertés fondamentales fortement dégradé, puisque tous les citoyens qui protestent contre l'arbitraire du pouvoir sont systématiquement arrêtés. Ce mois-ci, Moussalem El-Barak, un ancien parlementaire, a été condamné à 2 ans de prison pour avoir publiquement condamné la pratique de la torture et la restriction des droits fondamentaux. Enfin, au Yémen, qui vit aujourd'hui une situation chaotique, la population est constamment sujette à des violations graves de la part de tous les acteurs, gouvernement, milices Houthi, Al-Qaïda et les forces américaines, et maintenant ISIS. Je profite par ailleurs de cette occasion pour annoncer officiellement la prochaine sortie d'un rapport public qui décrit les résultats d'une étude que nous avons menée dans les régions où les drones américains opèrent. Nous avons parlé à des centaines de personnes vivant dans ces régions et avons évalué l'ampleur du traumatisme quotidien qu'ils subissent du fait des attaques imprévisibles et injustifiées de drones américains. La population civile, et notamment les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, vivent dans la peur constante d'être tués ou d'avoir un proche tué par ces attaques, engendrant des effets durs sur leur santé mentale, tels que l'anxiété, l'insomnie ou encore la paranoïa et la dépression. Nous considérons que les effets sont d'une telle gravité et ampleur qu'ils constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant et une violation de l'article 16 de la Convention contre la torture. Ça sera tout pour le Golfe, je vous remercie. Donc, Khadija vient de conclure la présentation sur les différentes régions sur lesquelles Al-Karama travaille. Bien entendu, chaque année, on est un peu désolé de pouvoir dresser un tableau aussi sombre de la situation des droits de l'homme dans le monde arabe, mais encore que se taire face à ces violations qui se perpétuent, qui sont toujours aussi massives, constituerait un manquement inexcusable. Donc Al-Karama continue ce combat. Nous remarquons que malgré tout, la période qui a suivi les révolutions du printemps arabe ont apporté des changements fondamentaux. Il y a un effet un peu de boomerang, donc un effet de revers qui se produit avec le retour de certaines dictatures, qui accentue aussi des violations qu'on croyait définitivement éradiquées, en pensant à des pays comme l'Égypte ou d'autres. Mais toujours est-il que nous pensons que la société civile ne se laisse plus faire, ce qui est déjà très important en soi. Les gens dénoncent les violations dont ils sont victimes, et ceci que du Maroc au Golfe, aux pays en Irak bien sûr, au Yémen, et nous espérons que ceci constituera une façon pour la société donc de mettre fin à ces pratiques et ces violations.